Un petit pays enclavé d'Afrique choisit soudain Pyongyang comme partenaire. Pour les citoyens confrontés aux violences et aux promesses non tenues, que signifie réellement ce pari d'Ibrahim Traoré contre l'ordre occidental? Dans cet épisode, nous allons décortiquer calmement ce rapprochement entre Burkina Faso et la Corée du Nord, loin des slogans et des réactions à chaud. Car derrière les images officielles, que cherche vraiment Ibrahim Traoré? Pour un public qui voit défiler chaque jour des titres du type Burkina Faso News ou Ibrahim Traoré Burkina Faso sans toujours saisir les enjeux, nous remettrons les faits dans l'ordre. Pressions occidentales, insécurité au Sahel, promesses d'armes venues de Pyongyang, menaces de sanctions et d'isolement. En suivant pas à pas le calcul d'Ibrahim Traoré, comme dans une Ibrahim Traoré interview mise en contexte, vous verrez comment ce choix peut redessiner les alliances, offrir une marge de manœuvre nouvelle à Ouagadougou, mais aussi ouvrir une période de risque que ni la région ni les grandes puissances ne pourront ignorer. Les choix d'Ibrahim Traoré pèseront sur la sécurité quotidienne, sur l'économie déjà fragilisée et sur la manière dont l'Afrique pourra, ou non, imposer sa propre voix. En rouvrant une relation formelle avec Pyongyang, Ouagadougou a rejoint le club extrêmement restreint des capitales prêtes à braver les sanctions, les résolutions de l'ONU et les critiques insistantes des chancelleries occidentales. Derrière cette mini-révolution diplomatique, un constat brut domine. Après plus de 10 ans d'opérations étrangères au Sahel, des milliers de soldats déployés et des milliards promis en aide et en formation, l'insécurité s'est aggravée au lieu de reculer. Les villages continuent de tomber sous les attaques d'insurgés, les routes sont coupées, les écoles ferment, et l'État burkinabé a parfois paru absent aux yeux de ses propres citoyens. Dans ce paysage de lassitude et de colère, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée en rupture avec la génération précédente, promettant de reprendre la main, quitte à chercher des partenaires là où l'Occident trace des lignes rouges. Pour Pyongyang, l'équation est tout aussi claire. Il lui manquait surtout des débouchés stables, des devises et des alliés prêts à assumer ce commerce gris loin des projecteurs. Burkina Faso, en pleine guerre contre les groupes armés, offre à la fois un terrain d'essai, un client idéal et une scène symbolique en Afrique de l'Ouest. Ensemble, ils transforment un vie souvent traité comme périphérique en pièce centrale, d'une où se joue désormais la crédibilité des puissances occidentales, la survie du régime nord-coréen et l'avenir sécuritaire du Sahel tout entier. Dès l'été, des délégations militaires et économiques ont fait des allers-retours discrets entre Ouagadougou et Pyongyang. Les statistiques internes, rarement publiées, évoquent une hausse de 27% des achats d'armes conventionnelles en provenance de nouveaux fournisseurs asiatiques. C'est ce que Traoré présente comme l'autonomie par nécessité. Mais au-delà des chiffres, le mini-révélateur se trouve dans les discours publics. Là où ses prédécesseurs parlaient de coopération et de développement, Ibrahim Traoré évoque résilience et dignité. Les conséquences ne se limitent pas à la scène politique. Depuis ce réalignement, les médias locaux constatent une montée des débats sur la souveraineté économique et une reprise de confiance dans les forces armées. L'alliance avec Pyongyang, loin d'être un simple signal diplomatique, devient un levier psychologique interne, celui d'un pays décidé à se libérer de la dépendance narrative et stratégique envers l'Occident. À ce stade du récit, la narration prend une tournure plus intime, presque documentaire. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un chef d'État, il devient le guide d'une transformation vécue au quotidien. Dans les rues de Ouagadougou, les conversations sur la rupture se mêlent au son des marchés et des motos. Pour les partisans du capitaine, chaque décision, chaque discours marque la reconquête d'une dignité longtemps perdue. Parmi eux,
Awa, une jeune enseignante, raconte comment la rhétorique de Traoré sur la souveraineté l'a poussée à rester dans son école plutôt que de partir vers la Côte d'Ivoire. Nous voulons croire qu'un État africain peut se relever sans attendre les consignes de Paris ou de Washington, dit-elle. Mais la transformation ne se limite pas aux symboles. Les petits entrepreneurs locaux évoquent déjà un climat différent. Certains contrats publics priorisent les entreprises burkinabées, les projets agricoles se réorientent vers l'autosuffisance. Si ce lien tient, il pourrait servir de modèle à d'autres pays du Sahel, sinon le désenchantement serait d'autant plus brutal. En filigrane, une question demeure. La fierté retrouvée suffira-t-elle à compenser l'isolement grandissant? Ibrahim Traoré ordonne la fin progressive des missions militaires françaises et remet en question chaque accord sécuritaire piloté depuis l'étranger. Les premiers conseillers quittent discrètement le pays, les bases se vident et un vide opérationnel se crée dans plusieurs zones rurales déjà fragilisées. Dans ce vide, les attaques se multiplient. Les convois sont pris pour cible, les villages testent chaque semaine les limites des forces burkinabées, encore en réorganisation. Au lieu de ramener l'apaisement promis, le retrait accéléré expose les faiblesses d'un appareil sécuritaire sous-équipé. Les bilans officieux parlent de postes avancés abandonnés, de routes devenues impraticables, de régions entières où l'État ne se manifeste plus que par des communiqués. C'est là que se produit le véritable déclencheur. Traoré accepte l'idée qu'aucun partenaire occidental ne viendra combler rapidement ce manque. Les longues négociations sur les livraisons d'armes prennent des mois. Les clauses de contrôle, les embargos, les conditions politiques s'accumulent. Pendant ce temps, les groupes armés gagnent du terrain et les habitants se demandent combien de temps encore ils devront attendre que les promesses de sécurité deviennent réalité. Pyongyang apparaît alors comme une porte dérobée. Les premiers contacts évoqués à peine dans la presse aboutissent à des discussions concrètes sur des livraisons discrètes d'armes légères, de munitions, d'équipements de communication et de systèmes de surveillance. Les interlocuteurs nord-coréens ne parlent pas de conditionnalité démocratique ni de réformes institutionnelles. Ils parlent de délais de production, de volume d'armes, de modes de paiement. Les unités burkinabées qui tenaient à peine leur position disposent soudain de stocks plus conséquents. Les opérations reprennent dans certaines zones, les patrouilles s'allongent, les embuscades se font plus rares. Dans les communiqués officiels, on évoque simplement de nouveaux partenariats stratégiques sans citer la Corée du Nord. Mais, sur le terrain, le message circule. Le pouvoir a trouvé un fournisseur prêt à livrer vite malgré les sanctions. À mesure que circulent les rumeurs sur l'origine du matériel, les chancelleries occidentales réagissent. Menaces de réduction d'aide, mise en garde sur les risques de nouvelles sanctions, rappel aux résolutions onusiennes. Le ton se durcit. Les agences internationales s'interrogent sur la compatibilité de cette coopération avec les engagements pris par Ouagadougou. C'est la phase de Duchamp. Les décisions prises dans l'urgence sécuritaire modifient durablement la trajectoire diplomatique et économique. Les entreprises étrangères revoient leurs projets, certaines ONG réduisent leur présence, les bailleurs conditionnent davantage leur financement. Sur le plan intérieur, le pouvoir capitalise sur l'image de résistance, mais doit composer avec les risques d'isolement. Entre gains militaires immédiats et pression internationale croissante, la question centrale reste ouverte. Jusqu'où ce pari pourra-t-il être tenu sans fracture irréversible avec l'ordre occidental? Selon les rapports internes du ministère de la Défense burkinabé, les dépenses militaires ont augmenté de 42% depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Dans le même laps de temps, les attaques recensées dans le nord du pays ont reculé de 18%. Les observateurs notent cependant que ce gain de terrain militaire s'accompagne d'un coup diplomatique. 3 accords de coopération occidentaux ont été suspendus et les flux d'aide humanitaire ont chuté d'environ 15%.
Pour Traoré, ces pertes sont le prix d'une souveraineté assumée. Dans ses allocutions, il affirme que le pays ne négociera plus sa sécurité au taux d'intérêt du paternalisme. Les données économiques, elles, brossent un tableau plus nuancé. L'inflation a franchi le seuil de 11%, en grande à cause de la baisse des importations de carburant et d'engrais. Les marchés urbains témoignent d'une tension perceptible, mais aussi d'une adaptation progressive. De nouvelles coopératives agricoles voient le jour, soutenues par des crédits internes dans une logique d'autonomie. C'est là que se joue le pari le plus risqué d'Ibrahim Traoré. Convertir un isolement imposé en moteur de relance locale. En toile de fond, les signaux de Pyongyang sont interprétés comme un test grandeur nature. Des experts estiment que certaines technologies de surveillance nord-coréennes sont actuellement évaluées dans le Sahel, offrant à la fois un gain tactique et un avantage expérimental pour la Corée du Nord. Reste à savoir combien de temps cette équation, plus d'autonomie, moins d'appui, pourra tenir avant de créer un nouveau déséquilibre. Pour comprendre ce pari, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments de ceux qui le défendent. Pour eux, l'alliance entre Ouagadougou et Pyongyang n'est pas une provocation gratuite, mais une réponse à des décennies de marginalisation. Les opérations occidentales se sont succédées au Sahel, les programmes d'aide aussi, et pourtant l'insécurité a explosé. Les villages ont continué à tomber et le Burkina Faso a été traité comme un simple pion. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré ne fait que reprendre le contrôle en refusant de demander la permission à ceux qui, selon ses partisans, ont contribué à mettre le feu à la maison avant de proposer de l'éteindre. Deuxième argument des défenseurs. La Corée du Nord offre ce que les partenaires classiques refusent de fournir rapidement. Pour un État plongé dans la guerre, cette capacité à livrer vite des équipements et du savoir-faire est perçue comme vitale. Aux yeux des soutiens d'Ibrahim Traoré, c'est la seule manière d'éviter que le pays ne reste enfermé dans le rôle de victime perpétuelle que l'on voit trop souvent dans les Burkina Faso News. En face, les critiques brandissent deux objections majeures. Au moment où les critiques occidentales se font plus dures, l'alliance avec Pyongyang cesse d'être un simple calcul tactique et devient, pour Ibrahim Traoré, le cœur d'un récit de libération africaine. Dans les meetings sur les ondes, il ne parle plus seulement d'armes ou de frontières, mais d'un droit fondamental, celui de choisir qui protège le territoire et à quelles conditions. Soudain, le Burkina Faso n'est plus seulement un terrain d'essai pour les stratégies de sécurité venues de l'étranger. Il devient le laboratoire d'une contre-diplomatie qui inspire déjà Bamako, Niamey ou Conakry. Pour les citoyens burkinabés ordinaires, l'alliance entre Ouagadougou et Pyongyang se traduit d'abord par des effets très concrets. Dans certaines zones rurales, la présence renforcée de l'armée et de nouveaux équipements a réduit la fréquence des attaques, rendant à nouveau possibles les marchés hebdomadaires et les déplacements entre villages. Mais ailleurs, la peur d'un isolement accru et de futures sanctions se glissent dans les conversations. On redoute la hausse des prix, la raréfaction de l'aide alimentaire, la fermeture de programmes de santé financés de l'extérieur. La promesse d'Ibrahim Traoré de protéger le territoire se heurte ainsi à une inquiétude diffuse. Jusqu'où faudra-t-il payer le prix de cette souveraineté armée? Pour l'appareil d'État et les forces de sécurité, le changement est encore plus brutal. L'accès à un flux d'armes venues de Corée du Nord, si discret soit-il, offre une marge de manœuvre nouvelle, mais pousse aussi le pays vers une zone grise du droit international. Les officiers savent que chaque cargaison qui renforce leur capacité peut en même temps renforcer le dossier à charge contre le Burkina Faso dans les enceintes multilatérales. Entre la satisfaction de voir les unités mieux équipées et la crainte d'un futur mandat de sanctions ciblées, l'administration oscille tout en s'alignant publiquement sur la ligne dure d'Ibrahim Traoré. Du côté des acteurs économiques,
les répercussions se font sentir par vagues successives. Les investisseurs occidentaux, déjà prudents face au Burkina Faso News sur l'insécurité, deviennent encore plus hésitants à cause du risque réputationnel lié à un partenariat avec Pyongyang. Certains projets miniers ou énergétiques sont ralentis, d'autres suspendus, dans l'attente de signaux au plus clairs. En réponse, le pouvoir met en avant un discours de économie patriotique, incitant les entrepreneurs locaux à prendre davantage de place, mais sans toujours disposer des capitaux nécessaires. À l'échelle régionale, enfin, cette alliance agit comme un révélateur et un accélérateur. Au Mali, au Niger, en Guinée, les élites politiques observent attentivement le pari d'Ibrahim Traoré. S'il réussit à tenir tête à l'Occident tout en améliorant la sécurité intérieure, d'autres pourraient imiter ce modèle et chercher leurs propres accords avec des puissances marginalisées. S'il échoue, l'exemple burkinabé sera brandi comme avertissement contre toute tentative de s'écarter de la ligne tracée par les partenaires traditionnels. Dans les débats africains comme dans chaque Ibrahim Traoré interview relayée en ligne, une question domine. Cette alliance est-elle le premier pas vers une véritable autonomie stratégique ou un détour dangereux qui pourrait enfermer durablement le pays et la région dans une confrontation frontale avec l'ordre international? Dans le scénario de base, l'État parvient à stabiliser progressivement plusieurs zones rurales grâce à un flux continu d'équipements et de formation. Les forces armées consolident les gains déjà obtenus, quelques axes sont rouverts, et les Burkina Faso News parlent d'un reflux partiel des attaques. Les tensions avec les partenaires occidentaux restent fortes, mais ne débouchent pas sur des sanctions massives. Aides redéployées, projets retardés, vigilance accrue. Dans le scénario optimiste, l'effet de levier est plus spectaculaire. L'amélioration de la sécurité permet une reprise plus nette de certaines activités économiques, notamment dans l'agriculture et l'artisanat. En s'appuyant sur la rhétorique souverainiste popularisée par Ibrahim Traoré, le pouvoir réussit à attirer de nouveaux partenaires non occidentaux, Russie, Iran, parfois même des acteurs asiatiques discrets, qui voient dans ce cas une opportunité de tester un autre type de coopération. Les images relayées en ligne ressemblent alors à une longue Ibrahim Traoré interview collective, un pays qui se présente comme laboratoire d'indépendance africaine. Sans changer la réalité des difficultés, cette dynamique offre un début de diversification diplomatique et économique, réduisant légèrement la dépendance vis-à-vis des bailleurs traditionnels. Si les flux d'armes nord-coréennes sont documentés de manière plus précise, des sanctions ciblées peuvent frapper des responsables, des entreprises publiques, voire certaines exportations clés. Les programmes d'aide se contractent brutalement, les projets miniers et d'infrastructures sont suspendus et la pression sur la population s'accentue à travers la hausse des prix, la raréfaction des services sociaux et la méfiance croissante des investisseurs. À l'intérieur, le récit héroïque commence alors à se fissurer. Ce qui était présenté comme un acte de dignité peut être perçu comme un pari trop cher payé. Face à ces trois chemins possibles, une recommandation de méthode s'impose. Penser en termes de conditions plutôt qu'en termes de certitudes. Si l'alliance avec Pyongyang s'accompagne d'une stratégie claire de diversification économique, de renforcement institutionnel et d'ouverture maîtrisée à d'autres partenaires, elle peut rester un levier plutôt qu'une cage. Si elle se limite à la seule dimension militaire, elle risque de transformer un gain tactique immédiat en vulnérabilité structurelle durable. D'abord, sur le plan institutionnel, la réorganisation du ministère de la Défense avance. Près de 1500 nouvelles recrues formées selon les standards burkinabés ont été déployées dans les zones du Nord et de l'Est. Ces chiffres, issus de rapports officiels relayés par la presse, montrent un État qui tente de reconquérir l'autorité perdue. Mais
La dépendance à l'égard de partenaires non occidentaux modifie en profondeur les circuits de décision. La chaîne logistique, le renseignement et la communication sont désormais partiellement liés à des conseillers étrangers, souvent venus de Pyongyang ou de Moscou. Pour les populations, l'équation est plus ambiguë. Dans certaines provinces, les routes rouvertes favorisent le retour des commerçants, la reprise de quelques marchés agricoles et la baisse relative des prix de transport. Ailleurs, les habitants déplorent les pénuries d'engrais, la hausse du riz importé et l'absence de médicaments dans les dispensaires. Ces contrastes nourrissent une polarisation sociale. D'un côté, ceux qui voient en Ibrahim Traoré un symbole de dignité retrouvée, de l'autre, ceux qui craignent que la rupture avec l'Occident ne condamne le pays à l'isolement prolongé. Les entrepreneurs privés sont divisés. Une minorité profite du discours souverainiste pour réclamer des contrats publics, mais beaucoup redoutent la raréfaction du crédit et la suspension de programmes de coopération. Les milieux financiers régionaux observent le Burkina Faso avec prudence, guettant la réaction des institutions internationales. Chaque mention de Burkina Faso News liée à des armes nord-coréennes suffit à faire fluctuer les anticipations. À l'échelle africaine, enfin, l'impact est considérable. Au Mali, au Niger, au Tchad, des officiers évoquant ouvertement l'option Traoré, bâtir une sécurité endogène sans attendre le feu vert des puissances. Dans les chancelleries, l'idée même d'une autonomie stratégique sahélienne suscite un mélange d'inquiétude et de curiosité. L'alliance entre Ouagadougou et Pyongyang devient le miroir d'un déséquilibre mondial où le Sud cherche encore la manière d'exister autrement. Ibrahim Traoré, omniprésent dans ce récit, incarne cette contradiction. Chef militaire devenu symbole continental, il est à la fois le visage d'une indépendance rêvée et la preuve du coup qu'elle impose. Dans une première hypothèse, la stabilisation sous contrainte. Ibrahim Traoré parvient à maintenir un équilibre précaire entre la sécurité interne et la pression internationale. Les forces armées continuent de recevoir du matériel d'origine asiatique, mais les transactions se dissimulent derrière des accords triangulaires. L'économie se contracte légèrement. La population endure l'inflation, mais les institutions fonctionnent. Dans les Burkina Faso News, le pays reste présenté comme un État sous tension plutôt que défaillant. Dans une version plus favorable, l'autonomisation assumée. L'alliance avec Pyongyang devient un levier pour diversifier les partenaires. Des discussions discrètes s'ouvrent avec l'Iran et la Russie, tandis que la Chine observe sans condamner. Ibrahim Traoré capitalise sur sa visibilité médiatique. Chaque Ibrahim Traoré interview est reprise dans les médias africains pour promouvoir une vision d'un panafricanisme lucide, ni alignement, ni soumission. Si cette stratégie réussit, Ouagadougou pourrait initier un axe de coopération sud-sud inédit, fondé sur la résilience plutôt que sur l'assistance. Dans l'hypothèse la plus sombre, l'asphyxie. Si des preuves tangibles de transfert d'armes nord-coréennes apparaissent, les sanctions se durcissent, les bailleurs suspendent leurs programmes et les flux financiers se tarissent. L'armée, moteur de la légitimité du régime, devient aussi son fardeau. Sans ressources, elle pourrait se fragmenter. Dans ce cas, le pari d'indépendance se transformerait en isolement total, offrant au pays un rôle de martyr plutôt que de pionnier. Entre ces trois chemins, la clé réside dans la capacité à construire des alliances flexibles. Ibrahim Traoré semble en être conscient. Dans ses discours récents, il appelle à une solidarité africaine de fait, signe qu'il sait qu'aucune souveraineté ne peut s'exercer seule, surtout dans un monde où la puissance se mesure autant en coalition qu'en conviction. Il s'agit de dresser une feuille de route pour transformer l'élan symbolique de la souveraineté en plan d'action concret. Pour commencer,
sécuriser l'autonomie logistique. Ibrahim Traoré doit renforcer les filières locales capables de soutenir durablement les forces de défense sans dépendre des livraisons extérieures. Cela suppose la création d'ateliers régionaux pour la maintenance du matériel et la formation d'ingénieurs militaires. Ensuite, encadrer la coopération opaque. En intégrant des mécanismes de transparence, Ouagadougou peut réduire le risque de nouvelles sanctions. Un registre des contrats stratégiques, consultable par des institutions régionales africaines, montrerait que l'objectif n'est pas de contourner la légalité internationale, mais de construire un modèle alternatif de coopération équitable, puis diversifier les alliances. Même au cœur de cette relation avec la Corée du Nord, le Burkina Faso doit éviter la dépendance unique. L'ouverture à d'autres partenaires du Sud global, Asie, Amérique latine, Afrique australe, offrirait une respiration diplomatique. De plus, investir dans la cohésion sociale. Sans adhésion populaire durable, toute stratégie externe reste fragile. Programme d'éducation civique, relance de la formation professionnelle, initiatives culturelles sur la fierté nationale. Voilà les outils capables de transformer le discours d'Ibrahim Traoré en culture politique partagée. Enfin, évaluer les résultats. Des indicateurs clairs, baisse des attaques, stabilité des prix, taux d'emploi, perception internationale, permettront de mesurer si le pari du capitaine aboutit à une indépendance réelle ou à un isolement coûteux. Ainsi structurée, la trajectoire d'Ibrahim Traoré devient moins un slogan qu'un plan stratégique à 5 horizons: sécurité, transparence, diversité, cohésion et évaluation. Autour de lui, le pays respire encore la fatigue des années de dépendance, mais aussi une énergie nouvelle, celle d'un peuple qui se découvre acteur de sa propre histoire. On revoit en écho la jeune enseignante Awa évoquée plus tôt. Elle marche aujourd'hui dans une cour d'école repeinte, convaincue que sa patience participe à une cause plus vaste. À travers ses visages, le pari géopolitique se transforme en aventure humaine. Une phrase revient souvent: au moins, il a osé. C'est là que s'ancre l'émotion, dans cette conviction que même sans richesse, un État peut choisir de se tenir debout. Nous ne demandons plus la permission d'exister. Son alliance avec Pyongyang n'est pas seulement une décision diplomatique, elle est devenue un acte de langage, une déclaration d'existence pour tous ceux qui refusent d'être spectateurs de leur destin. Au moment de conclure, le ton s'adoucit, presque méditatif. Les mots Kodap se détachent du tumulte politique pour revenir à l'essentiel. L'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour imaginer sa voie. Chaque pays, chaque génération peut choisir de reconstruire sans reproduire. Ibrahim Traoré a ouvert une brèche. D'autres y verront un danger, certains une espérance, mais tous devront reconnaître qu'un nouveau vocabulaire s'invente ici, celui de la souveraineté vécue. Alors, au-delà des Burkina Faso News et des analyses sur Ibrahim Traoré Interview, la question reste simple et ouverte. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour être elle-même?